Alors, donc cet après-midi, je vais vous partager une expérience, c'est prolonger les renouvellements de traitement antirétroviral 6 mois, les progrès de la politique nationale en Guinée. Bien avant, alors très rapidement, je vais présenter le contexte. En fait, la Guinée est un pays de l'Afrique de l'Ouest, donc DOSA que vous connaissez tous, avec une superficie de 245 857 km², environ près de 13 millions d'habitants. Sur le plan VIH, nous avons un type de VIH généralisé, donc avec une séroprévalence nationale de 1,5. Évidemment, donc, les femmes en payent le plus lourd tribut, mais ce qui est d'autant intéressant, il faut noter aussi qu'il y a une disparité au niveau de la prévalence, au niveau des zones. Donc les zones urbaines en payent le plus lourd tribut également. C'est qu'il faut aussi noter que les populations à risque, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, on a noté une séroprévalence de 11%, et puis suivi des PS de 14,7%. Et pour ne pas aussi passer, il faut noter aussi que les patients tuberculeux, TB-VIH, aussi ont une séroprévalence de 24%. Alors, le contexte des 3,90, et en plus du premier 90 qui est à 70%, parce qu'il y a un certain nombre de défis importants, à 70% autant pour moi, un certain nombre de défis, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une faible prévalence. À cause de cette faible prévalence, nous avons parfois des difficultés liées au dépistage, l'accès au dépistage, la stigmatisation est très élevée. Donc 45% des patients qui sont sous traitement antirétroviral. Donc il y a aussi une question d'accessibilité et on a un faible taux au niveau de l'accompagnement psychosocial. Donc en matière de troisième 90%, nous sommes aujourd'hui à 16%. Ce qui est d'autant intéressant, c'est qu'il faut aussi noter une faible accessibilité au niveau du laboratoire, parce que seulement les structures qui en font aujourd'hui la charge virale sont la plupart des structures qui sont au niveau de la capitale. Et ça, ce sont les données de 2017. Donc l'impact Ebola sur l'accès au traitement est le défi. Pendant Ebola, on avait une faible fréquentation des structures de santé. C'est que et les prestataires de santé et les patients venaient difficilement dans les structures de santé parce que tout le monde avait l'hantise de ne pas contracter la maladie. Donc ça a augmenté ce qu'on appelle la stigmatisation. Il y avait également une peur de risque de contamination, infection des structures de santé. Donc nous avons à peu près à ce niveau une mauvaise adhérence. Donc au départ, il y avait un retard de rendez-vous. Il y avait également des perdus de vue et de façon drastique aussi, il y a le service de dépistage volontaire qui avait baissé. Donc en termes de défis, il y avait un renforcement des capacités des nouveaux prestataires parce que la plupart des prestataires de santé qui étaient dans le VIH étaient des gens qui avaient laissé le VIH pour aller vers Ebola parce que Ebola payait beaucoup plus d'argent. Donc après que Ebola est fini, donc il fallait encore renforcer les capacités des autres prestataires de santé qui étaient dans les structures de lutte contre le VIH-Sida. Donc il y avait un problème d'accompagnement psychosocial, c'est que la migration des APS, ils sont allés vers l'épidémie, la riposte contre l'épidémie à virus Ebola, la lutte contre la stigmatisation, la gestion des perdus de vue, donc pas toujours connus. Face à une telle situation, quel modèle serait-il idéal pour la sécurisation ainsi bien que les patients que pour des prestataires de santé? Donc c'est en ce moment que nous avions dit qu'il serait important de mettre en place ce qu'on appelle une stratégie R6M, donc l'espacement des rendez-vous, qui en priori en cette période pouvait réduire la réduction du risque de contamination lié à la fréquentation, c'est qu'il fallait faire en sorte de fidéliser des patients et la rétention des patients dans le traitement. Pour cela, on a eu une intervention modèle programmatique et modèle patient. Alors, donc, il a fallu qu'il y ait ce qu'on appelle une volonté politique, la coordination des interventions des acteurs et la mobilisation communautaire également. Donc, c'était des conditions préalables. Donc, ici, le cadre stratégique et les recommandations devraient être développées. La disponibilité de l'examen charge virale, parce que pour faire la stratégie R6M, il est aussi important qu'on ait un certain nombre de critères que nous verrons devant. La disponibilité des ARV, la formation des prestataires et appui
organisationnelle, la qualité de gestion également est adaptée. Pour cela, il fallait nécessairement un espacement des rendez-vous pour les patients ici indétectables, donc les bénéficiaires pour les patients, et puis le bénéficiaire pour le système de santé. Alors, à qui s'adresse cette intervention? Donc la cible R6M, ce sont des adultes âgés de plus de 15 ans, patients sous traitement antirétroviral plus de 6 mois, mais ayant supprimé sa charge virale. Pas d'infection opportuniste en cours, contre-indiqué pour les femmes enceintes, pas d'hospitalisation récente dans les 3 mois qui suivent. Intervention patient. Intervention patient, c'est que quand le patient arrive, nous avons un triage. Si le patient est sous thérapie plus de 6 mois, donc le consultant le voit. Et après cela, si on voit que sa charge virale est indétectable, donc du coup, on lui prescrit les 6 mois et que le patient est éligible, il vient à la pharmacie, il retire ses médicaments. Donc, si le patient n'a pas encore les 6 mois, donc il vient voir ici le consultant, il est référé sur le conseiller psychosocial et que le conseiller psychosocial l'envoie sur le consultant et le consultant l'amène pour lui donner le traitement d'un mois également. Alors, élément constitutif de l'intervention R6M. Donc, quand, où, comment il faut donner ce traitement. Donc, c'est tous les 6 mois. Nous avons tous les 6 mois. Donc, dans les centres de santé, qui doit le donner? Nous avons le pharmacien ou l'agent qui est en poste. Nous avons également le traitement de suivi plus le traitement plus le suivi biologique. Alors, donc, je vais vous présenter le résultat du premier trimestre 2019. Donc ici, ce sont des structures qui font cette activité d'OSA. Nous avons environ 8 structures de santé qui font cette stratégie R6M et que ce sont des structures qui sont à Conakry, dans la capitale, et qui sont appuyées par MSF Belgique. Donc sur 12 673 patients au premier trimestre, nous avons en réalité ici près de 81% qui sont sous R6M et les patients non sous R6M sont à 5%. Et l'autre information qu'il faut partager, c'est qu'en plus de cela, il y a aussi un autre organisme, Soltis Guinée, qui veut s'inscrire dans le même cadre. Et en matière d'impact de modèle R6M, donc ça répond au problème de distance économique pour l'observance des rendez-vous mensuels. Ça permet aussi de responsabiliser le patient du fait que les patients éligibles pour R6M se sentent encore méritants et confiants. Donc au niveau centre de santé, soulage les prestataires, donc il y a la diminution du nombre de perdus de vue. Nous avons la diminution du nombre de patients à voir par jour, la diminution de la charge de travail et facilite une meilleure gestion des patients. Mise à l'échelle de durabilité, c'est que l'autre élément important pour lequel on peut se frotter les mains, c'est qu'aujourd'hui nous disposons d'un guide national qui est déjà adapté. Donc, en termes de zones couvertes, c'est Conakry, 8 structures, comme je le disais tout à l'heure. Et on a également un plan futur d'extension progressive au cours de la préparation de l'échelle à l'échelle nationale. Donc, les leçons apprises, c'est que là-dedans, il faut nécessairement une éducation et l'information du patient. Il faut le respect également du choix du patient, la formation des prestataires, les pharmaciens, les APS, le suivi, évaluation et le système de santé. Il ne faut pas aussi oublier en termes de limites l'implémentation de problèmes de perdu de vue parce que c'est aussi important. Il faudrait que quand quelqu'un prend ses R6M, qu'on ne le compte pas comme perdu de vue. Alors, je ne saurais terminer sans remercier les organisateurs, MSF Belgique, la République de Ghana à travers le ministère de la Santé, tous les acteurs de riposte contre le sida, les partenaires techniques et financiers, l'IAS. Et en cela, je ne saurais terminer sans vous présenter cette image pour dire qu'en Afrique, on peut faire de belles choses encore. Et quand on se met d'accord, on peut faire de belles choses. Et je vous remercie.